Bonjour et bienvenue dans notre MOOC sur le vieillissement normal et pathologique. Aujourd'hui la séance 4 sur le vieillissement pathologique. Nous allons voir les démences, les maladies neurodégénératives, les troubles neurocognitifs majeurs et nous rendre compte que ces trois appellations recouvrent en fait le même syndrome. In venere semper dulcis est dementia. C'est du latin. Une vieille phrase latine qui signifie « dans l'amour, la folie est pleine de douceur ». Car ce mot dementia, ça veut dire folie, ça vient de la folie effectivement. Et avant, au Moyen-Âge, toutes les personnes qui étaient folles, entre guillemets, étaient considérées comme démentes. Alors ça pouvait concerner les personnes âgées avec des troubles cognitifs, ça pouvait concerner les enfants autistes, les personnes schizophrènes, etc. Toutes ces personnes-là étaient enfermées dans des institutions asilaires et étaient considérées comme démentes. Il faut attendre Philippe Pinel, au XIXe siècle, au tout début du XIXe siècle, qui est un psychiatre très éminent dans l'histoire de la médecine française, pour que ce terme démence redevienne quelque chose d'un petit peu plus médicalisé et qu'on fasse des distinctions entre les personnes âgées, les autistes, les personnes qui étaient schizophrènes, etc. Mais ce sera vraiment son élève, Étienne Esquirol, qui en 1838 va ramener ce terme démence dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le mettre en adéquation avec des troubles cognitifs de la personne âgée. D'autres auteurs, comme Klippel et Lermite notamment, ont travaillé sur cette démence et se sont rendus compte qu'il y avait une démence spécifique de la personne âgée qui n'avait aucun lien avec des troubles vasculaires notamment, et ils ont créé le concept de démence sénile. Enfin, derniers auteurs, Kraepelin, et Alois Alzheimer notamment se sont rendus compte qu'il existait des démences séniles qui apparaissaient avant l'âge de 65 ans et ils ont donné cette terminologie de démence présénile qui est devenue rapidement la maladie d'Alzheimer. Avant d'aller plus loin, juste se rendre compte que ce terme démence est resté dans le contexte populaire et juridique, notamment avec cette petite conception de folie, et on peut retrouver, notamment dans des vieux codes pénals, des appellations de démence. On dit par exemple il n'y a ni acte délictueux lorsque le prévenu était en état de démence au moment du forfait. Démence et maladies neurodégénératives. C'est donc en 1907 que le docteur Alois Alzheimer va décrire son premier cas de maladie d'Alzheimer. Une femme de 51 ans qui s'appelait Auguste Deter et qui manifestait des troubles de la mémoire massive, des troubles du langage, des hallucinations et une confusion mentale. Cette femme atteinte donc de cette maladie, cette démence présénile pour l'époque, puisqu'elle avait 51 ans, va très rapidement devenir grabataire et décéder en quelques années. Le docteur Alzheimer aura l'autorisation de procéder à une autopsie et il pourra voir dans le cerveau d'Auguste Deter des choses que l'on n'avait pas vues précédemment, principalement deux types de lésions que l'on a appelées les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. Les plaques séniles, qu'est-ce que c'est ? Les plaques séniles, ce sont des dépôts, on va dire des espèces de déchets qui s'accumulent entre les neurones. Il s'agit d'un peptide qui s'est mal dégradé et qui est devenu toxique. Il va s'accumuler, ce peptide, et il va finir par étouffer tous les neurones avoisinants, créant leur mort. C'est le premier effet, on va dire, la première corrélation importante avec la maladie d'Alzheimer. La deuxième lésion que l'on va remarquer, c'est ce qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires. À l'intérieur du neurone, qu'il faut voir en 3 dimensions, il y a une structure, une sorte de charpente qui est faite de microtubules. Lors de cette dégénérescence neurofibrillaire, une protéine, la protéine Tau, elle aussi va mal se répliquer
et va créer un affaiblissement puis un effondrement des microtubules qui tiennent en quelque sorte le neurone dans sa position et ça va créer effectivement de la même manière la mort du neurone. Donc ce sont les deux types de lésions que le docteur Alois Alzheimer a remarqué en 1907 chez sa patiente Auguste Deter. Mais nous verrons quelques décennies plus tard que si nous observons le cerveau d'une personne âgée décédée d'une maladie autre qu'Alzheimer, nous trouverons également des plaques séniles et des dégénérescences neurofibrillaires. Donc ce n'est peut-être pas aussi lié qu'il y paraît à cette maladie. Il faudra attendre plusieurs décennies, presque un demi-siècle, après cette description par Alois Alzheimer du premier cas de maladie d'Alzheimer, pour voir apparaître un manuel diagnostique des troubles mentaux et des troubles organiques cérébraux, ce qu'on appelle le DSM 1, qui est apparu donc en 1952. Dans ce DSM 1, les démences y sont répertoriées comme étant des troubles organiques dus à des perturbations métaboliques. On y retrouve la maladie cérébrale présénile et la maladie cérébrale sénile. Le contexte neurodégénératif apparaît comme clair dès cette époque. Ce sont des maladies neurodégénératives car d'une part les neurones meurent, il y a donc une dégénérescence de l'organe cérébral, du cerveau donc. C'est une maladie dont on ignore quand elle commence exactement et elle peut avoir commencé pendant 10 ans, parfois 15 ans avant qu'on aperçoive les premiers signes de la maladie. Enfin, c'est une maladie neurodégénérative qui va amener une perte de l'autonomie et qui va devenir très impactante pour les personnes atteintes ainsi que pour les aidants, qu'ils soient familiaux ou alors les aidants professionnels. Dans cette seconde moitié du XXe siècle, les classifications vont évoluer vers des classifications que l'on dit neuroanatomiques car elles sont en rapport avec les zones anatomiques touchées. Quand on regarde cette illustration, par exemple, on voit clairement en mauve ce qu'on appelle le cortex, c'est-à-dire cette espèce de grosse enveloppe qui va recouvrir la quasi-totalité du cerveau. Et en dessous de cette enveloppe mauve, on va voir des zones jaune-orange qui sont en fait les zones sous-corticales. Donc on va avoir des démences corticales, telles que la maladie d'Alzheimer, telles que la démence frontotemporale, et nous allons avoir des démences sous-corticales, comme la démence parkinsonienne par exemple, voire cortico-sous-corticale quand elle touche les deux zones, comme la démence à corps de Lévy. Après la classification des démences, revenons à la maladie d'Alzheimer et voyons son évolution jusqu'aux troubles neurocognitifs majeurs. Le docteur Alois Alzheimer a décrit le cas princeps de maladie qui portera son nom en 1907. Pourtant, ce n'est qu'en 1987 qu'apparaîtra dans le DSM-4 le terme maladie d'Alzheimer. Le nom démence restera pour toutes les autres maladies neurodégénératives jusqu'en 2013. Cette apparition de la maladie d'Alzheimer dans les manuels diagnostiques ont permis de focaliser l'attention sur cette maladie et d'amener beaucoup plus de recherche et d'intérêt de la part du grand public. Raison pour laquelle des plans nationaux ont été programmés, le premier entre 2001 et 2005, le deuxième entre 2005 et 2008 et le troisième plan Alzheimer entre 2008 et 2012. On s'est quand même rendu compte que le terme d'Alzheimer était trop restrictif par rapport à l'ensemble des maladies neurodégénératives, ce qui a amené un quatrième plan en 2014 qui s'appelle désormais le plan maladie neurodégénérative. Donc on peut voir au travers de toute cette évolution qu'on a pu faire repartir, faire ressortir progressivement le terme démence qui avait une connotation très péjorative comme on a pu le voir dans la seconde séquence de notre MOOC sur les représentations sociales et amener progressivement quelque chose de moins délétère comme appellation. Au bout de cette évolution est apparue en 2013 la 5e version du manuel DSM des troubles mentaux dans lequel le terme démence n'apparaît plus. Il a été complètement retiré et il est remplacé par le terme trouble neurocognitif majeur. Donc un trouble neurocognitif majeur qui peut être dû à une maladie d'Alzheimer, qui peut être dû
à une dégénérescence frontotemporale, qui peut être due à une maladie de Parkinson, qui peut être encore due à une maladie à corps de Lévy, etc. Je vous expliquerai ces maladies dans quelques instants, pour en tout cas les principales. Voyons à présent les principales affections neurodégénératives en dehors de la maladie d'Alzheimer que nous approfondirons dans la séquence suivante. Commençons par la dégénérescence frontotemporale. Cette dégénérescence frontotemporale attaque l'avant du cerveau, le front, d'où frontotemporal. Ça peut toucher la tempe également. Donc c'est vraiment toute la partie antérieure du cerveau qui va être lésée, et cette partie antérieure du cerveau nous sert principalement à gérer nos comportements. D'où la dégénérescence neurofrontotemporale va poser de gros problèmes au niveau de l'accompagnement des personnes qui sont touchées par cette maladie. Généralement, ce sont des personnes jeunes, entre 50 et 60 ans pour le début de la maladie, et ces personnes vont manifester rapidement des troubles du comportement, de la désinhibition, de l'irritabilité, de l'agressivité. C'est des personnes qui vont être très gloutons, qui vont manger sans s'arrêter et qui sont tout à fait capables d'avoir des personnalités très violentes, en tout cas très opposantes. Donc cette dégénérescence frontotemporale est un problème très important au niveau de l'accompagnement en EHPAD. Une autre affection neurodégénérative, c'est la maladie à corps de Lévy. La maladie à corps de Lévy, c'est la même maladie que la maladie parkinsonienne, c'est-à-dire que ce sont des petites inclusions qu'on appelle des corps de Lévy qui vont provoquer des lésions, généralement dans les parties motrices du cerveau, mais parfois ça commence dans les parties corticales. Donc la différence entre la maladie de Parkinson et la maladie à corps de Lévy, elle est grosso modo arbitraire. On considère que si les lésions sont présentes au niveau moteur 1 an avant qu'apparaissent des troubles cognitifs, on est dans une maladie parkinsonienne. Si à l'inverse, on a des lésions au niveau cortical avec des signes cognitifs avant d'avoir des problèmes moteurs, on est dans une maladie à corps de Lévy. Pour une maladie à corps de Lévy, il y a une triade diagnostique précise, une fluctuation très importante de la vigilance, des hallucinations visuelles très détaillées, on appelle ça le phénomène du compagnon imaginaire, donc des visions extrêmement détaillées de quelqu'un qui nous accompagne par exemple, et encore des chutes, des syncopes qui sont très fréquentes. Donc il faut faire attention à ce type de maladie car les personnes vont rapidement se retrouver en fauteuil roulant. Une dernière affection neurocognitive, neurodégénérative dont je vais vous parler, c'est la maladie vasculaire, ou je devrais dire les maladies vasculaires, qui peuvent être provoquées par les AVC, qui peuvent être provoquées par des hémorragies cérébrales, des caillots, ou encore par des problèmes d'oxygénation du cerveau qui sont dus par exemple à une sclérose progressive de toutes les petites veines et petites artères du cerveau. Donc ça va provoquer au grand âge des lésions de plus en plus importantes qui vont évoluer en paliers, comme on dit. Donc pendant tout un temps assez long, il va y avoir un plateau au niveau du fonctionnement cognitif, et puis une chute brutale, et puis à nouveau un plateau, et puis de nouveau une chute brutale, avec souvent une espèce de changement de personnalité qui est décrite par les proches. On peut comparer plutôt facilement ces maladies neurodégénératives sur des axes évidents, comme vous pouvez le voir au niveau de cette synthèse, simplement en se disant qu'est-ce que j'ai au premier plan. Au niveau de la maladie d'Alzheimer, on sait que c'est la mémoire qui va être touchée au premier plan. Donc si les personnes que j'accompagne ont surtout des déficits de mémoire massifs, il y a de fortes chances qu'on soit dans une maladie d'Alzheimer. Si les personnes qu'on accompagne n'ont pas de problème de mémoire mais sont désinhibées, ont des troubles du comportement, il y a de fortes chances qu'on soit dans une dégénérescence frontotemporale. Si les personnes qu'on accompagne ont des hallucinations visuelles détaillées, des troubles fluctuants de l'attention et qu'elles se retrouvent rapidement en fauteuil roulant ou en tout cas qu'elles ont des problèmes moteurs, on peut dire qu'on va se retrouver dans une maladie de Parkinson, une maladie à corps de Lévy. Et si on observe dans le dossier par exemple des signes vasculaires chez une personne qui évolue en palier, qui a des troubles de la personnalité mais dont la mémoire fonctionne toujours bien, il y a de fortes chances qu'on se retrouve dans le cadre d'une affection vasculaire.
Il faut faire attention, cependant, à ce qu'on appelle le syndrome confusionnel ou encore l'état de délirium. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va présenter des signes assez proches d'une affection neurodégénérative, mais qui sera réversible et qui va arriver d'ailleurs d'une manière brutale. Donc, une Madame Martin, par exemple, qui commencerait une démence le vendredi alors que le lundi, elle n'avait aucun problème, ça n'existe pas. Des troubles cognitifs majeurs qui arrivent de manière brutale et massive, ce sont des troubles qui doivent être traités en urgence, car il y a peu de chances qu'il s'agisse d'une maladie neurocognitive derrière. Donc il faut trouver la cause très rapidement. On reconnaît quand même certaines limitations à ces modèles biologiques et médicaux. Comprendre l'évolution historique de la démence folie, du contexte asilaire, de la démence maladie, des maladies neurodégénératives, des troubles neurocognitifs. C'est important pour voir à quel point les concepts peuvent évoluer, les représentations peuvent évoluer et que rien n'est figé. Donc ça va continuer à évoluer et ça c'est un point notable. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on a besoin d'informations communes pour échanger, souvent dans un domaine médical, parfois à outrance, pour comprendre de quelle pathologie, de quel déficit, de quel trouble il s'agit. Donc ces points-là sont importants. Mais il faut bien convenir que cette approche biologique et médicale offre peu de réponses explicatives quant aux troubles neurocognitifs. Elle offre peu de perspectives médicamenteuses, surtout à l'heure d'aujourd'hui, et elle offre également assez peu de leviers pour une prise en charge et un accompagnement adapté. Donc décrire les troubles cognitifs, c'est important, c'est intéressant, mais ça reste un sous-ensemble et ce sous-ensemble doit être complété par des approches différentes, des approches environnementales, des approches psychologiques que nous développerons par la suite. Nous avons vu dans cette séquence le vieillissement sous l'angle pathologique et biomédical, avec les démences, les maladies neurodégénératives, les troubles neurocognitifs. Nous approfondirons dans une prochaine séquence la maladie d'Alzheimer et nous verrons comment se manifestent les troubles cognitifs dans le détail. Je vous remercie.